Bonsoir tout le monde, ça nous fait plaisir d'être avec vous autres ce soir. Éric Laliberté. Et Brigitte Arouni de Bottes et Vélo. Ben oui, si vous avez entendu parler de Bottes et Vélo, c'est nous, Bottes et Vélo. Ça fait 10 ans qu'on accompagne les gens sur des chemins de Compostelle ou autres. L'idée de Bottes et Vélo, c'est vraiment la démarche, l'expérience, l'esprit pèlerin. C'est ce dont on va vous parler ce soir. Ça fait, comme je vous dis, 10 ans qu'on a mis Bottes et Vélo sur pied, mais avant ça, on a fait autre chose de nos vies et on a été dans l'éducation tous les deux. Oui, si on se présente un petit peu, moi j'ai un parcours en adaptation scolaire, donc enseignante auprès de jeunes adolescents délinquants, un intérêt pour toutes les stratégies d'apprentissage et de manière de refaire un apprentissage qui a été mal appris. Ensuite de ça, j'ai été en direction d'école, j'étais là pendant le renouveau pédagogique, un vent de changement de plus en éducation et j'ai appris toutes les stratégies d'implantation d'un changement. Donc, moi, là, je suis le volet pédagogique de Bottes et Vélo. J'ai un intérêt très marqué pour le comportement humain et comment on ancre une habitude et comment on en développe une nouvelle et comment on se lie et comment on peut se relier. Donc, c'est pas mal mon intérêt. Hein? On a été tous les deux une trentaine d'années en éducation. Moi, j'ai été enseignant en adaptation scolaire auprès des jeunes qui vivaient avec une déficience intellectuelle. J'ai été aussi animateur de vie spirituelle dans les écoles, fait donc 30 ans dans ce domaine-là. Ensuite, je suis devenu responsable de la formation en accompagnement spirituel au Centre de spiritualité Manrez à Québec. Je suis en train de terminer, je le dépose, dans 2 semaines, ma thèse de doctorat sur l'exercice pèlerin à l'Université Laval. Donc, c'est devenu avec le temps un projet de recherche depuis ces 10 années-là. Quand on a démarré Bottes et Vélo, on s'est dit, pour accompagner les gens comme il faut dans cette expérience-là, parce que ça faisait longtemps qu'on le marchait, le chemin, qu'on l'expérimentait, qu'on le réfléchissait, puis ça nous préoccupait. Qu'est-ce qui se passe quand on est en train de marcher? C'est quoi tous ces états que je travaille? On s'appelle Bottes et Vélo, le pèlerin dans tous ces états, mais c'est parce qu'on traverse différents états tout le long de la marche. Ça change, on se sent différemment, ça ne sera pas toujours pareil, puis c'est parce qu'on s'investit physiquement dans cette expérience-là que ça a autant d'impact. Fait que c'est ce qu'on a réfléchi, puis au départ, on s'est dit, on va aller se former. La seule formation qui existait, c'est à l'Université Laval, à la faculté de théologie, en accompagnement spirituel. Puis quand je suis allé voir le directeur, il me dit, hey, il dit, on a cette formation-là. Puis il dit, elle est faite à partir de la spiritualité ignatienne. La spiritualité ignatienne, c'est Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Et il dit, il s'appelait le pèlerin. Il parlait de lui en tant que pèlerin. Il a écrit les exercices spirituels qui l'ont fait connaître en marchant. Fait que je suis allé voir, je vais regarder ça. Comme je m'intéressais déjà, j'avais écrit un livre à l'époque, en 2008, qui s'intitule Le Chant d'étoiles, un roman où j'essayais de répertorier un peu tous ces états-là, de dire comment on se sent, comment ça évolue, comment ça passe sur le chemin, comment on chemine intérieurement à travers cette expérience-là. Puis quand j'ai lu les exercices, la façon qu'Ignace les avait découpés, j'ai dit, il a vraiment marché, ce gars-là. Son expérience de la marche, elle était là et ça paraissait. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai quelque chose qui me donne, qui a de la crédibilité. Ça fait 600 ans, 500 ans que ça existe, les exercices spirituels ignatiens. Fait que je dis, je vais travailler à partir de ça. Mais on voulait quelque chose qui sorte du cadre religieux, qui sorte du cadre de la tradition spécifiquement catholique ou chrétienne. On voulait autre chose qui s'adresse à tout le monde ou qui réponde aux besoins de la spiritualité d'aujourd'hui, que les gens puissent s'y reconnaître. Fait qu'on a fait une adaptation. C'est devenu la thèse de doctorat après la maîtrise en accompagnement spirituel, et tout un travail de recherche pour arriver à accompagner les gens dans une expérience pèlerine qui a un côté spirituel, qui tient compte de toutes les facettes, finalement, de notre humanité. Ce n'est pas juste physique ou psychique, il y a du spirituel, puis le spirituel qu'on entend là-dedans, c'est parce que ça nous amène à reconstruire le sens de notre vie au fur et à mesure qu'on expérimente cette marche-là. La spiritualité, c'est ça, c'est comment on va vivre, mais surtout, comment on va vivre ensemble. Puis je pense que l'expérience du chemin, c'est l'espace pour apprendre ça. Je trouve que tu introduis très, très, très bien la conférence d'aujourd'hui. Ah oui, excellente introduction. On a déjà fait ça. Parce que quand on vient marcher avec nous, les gens qui viennent faire les pèlerinages avec nous, l'idée, c'est de saisir l'esprit du chemin, l'esprit pèlerin. Donc, il va y avoir des mises en marche, des mises en tête, des mises en bottines, pour commencer à marcher la journée et avoir un temps pour saisir qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui fait
que quand on va faire Compostelle, on revient émerveillé en disant à tout le monde, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Et quand on montre les photos, on est déçus parce que les gens, ils comprennent pas. C'est pas sur les photos ce que j'ai vécu. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Puis là, on cherche les mots pour l'expliquer. Ben, c'est ça qu'on va parler. Parce Nous, que ça nous échappe. on aime ça dire, mais essaye de le saisir le plus possible, l'identifier pour que ça ne reste pas sur le chemin, mais que ça revienne à la maison puis que tu puisses en mettre dans ton quotidien. Puis comme Brigitte le disait, on dit aux gens, il s'est passé quelque chose. Mais justement, c'est le fameux quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là qui se passe sur le chemin? Qu'est-ce qui arrive exactement pour qu'on fasse un Compostelle? Puis c'est ça qui va être important, parce qu'on fait Compostelle, on n'y va pas. Hein? On va à Lourdes, on va à Fatima, on va à l'Oratoire Saint-Joseph, mais on fait Compostelle. Et ça fait toute la différence. Okay? Faire Compostelle, ça engage. Il y a quelque chose qui m'embarque dedans. Il y a quelque chose qui fait que ça active. C'est pas juste de s'installer. Ça dit, si je le fais, c'est que ce n'est pas un lieu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du déroulement, du déplacement. Hein? Donc, c'est pas juste Compostelle. Il y a quelque chose qui va dépasse bouger, qui dépasse la ville, qui dépasse le chemin, qui dépasse le sanctuaire. On est en train de parler d'autre chose et c'est dans ça qu'on va entrer avec vous ce soir sur l'Esprit pèlerin. Alors, Michel, on va se lancer pour un 45 minutes sur un Camino Frances un peu désordonné, ceux qui l'ont fait. Oui. Les images ne sont pas dans l'ordre, mais on va avoir vraiment... Le film, c'est vraiment notre fond d'écran. On est sur le chemin, on se lance avec vous autres, on va marcher pendant 45 minutes dans cet esprit pèlerin, à essayer de le réfléchir ensemble. À la fin, on se gardera un temps pour répondre à vos questions. En jasant un peu plus, vous laissez réagir tout simplement, mais on se garde 45 minutes là, juste pour nous autres vous lancer dans cette réflexion-là, puis après ça, vous pourrez réagir à tout ça. Alors, l'esprit pèlerin, on parle d'abord d'esprit de famille. On parle d'esprit, il y a toutes sortes d'esprits. Hein? Esprit de famille, esprit de clocher, esprit d'équipe. Esprit d'équipe, esprit de bottine. Esprit de bottine, oui. On s'est mis à les énumérer, mais on esprit a dit... de compétition. Esprit de compétition. Qu'est-ce que ça sous-entend quand on parle d'esprit de quelque chose? Quand on est dans l'esprit de quelque chose, on est déjà dans une spiritualité, hein, si vous remarquez. Hein? Même un esprit de bottine. Hein? La spiritualité, c'est ça, c'est fonctionner d'une certaine façon. C'est un esprit qui agir dans un certain esprit. Casse-le pas. Je ne veux pas être devant l'écran. T'es pas devant? C'est bon? Mais l'esprit, c'est ça. C'est que quand on est dans un certain esprit, il y a quelque chose qui vient avec. Hein? L'esprit ou la spiritualité. Oui, comme quand on dit l'esprit d'équipe, qu'est-ce qui fait que je vais dire que quelqu'un a l'esprit d'équipe? Hein? C'est parce qu'il fait des passes, parce qu'il encourage. C'est parce qu'il va aller féliciter le gagnant même s'il a perdu. Il y a l'esprit d'équipe. Il encourage celui qui a de la misère pareil. Il y a l'esprit d'équipe. Donc, il y a quelque chose qui est dans sa manière d'être. D'être et de faire, mais il y a quelque chose qui se fait. Hein? Oui, encore une fois, comme on fait Compostelle, l'esprit de famille. Pourquoi on dit quelqu'un a l'esprit de famille? C'est celle qui reçoit, c'est celui qui reçoit, qui est tout le jour-là pour aller aider les autres, qui aime prend le temps, qui accueille. Hein? On a des choses concrètes à nommer pour dire c'est quoi l'esprit de famille. Hein? L'esprit de compétition, capable de le dire aussi, c'est quoi? C'est quoi qui fait que quelqu'un a un esprit de compétition? Il va être le premier, il est toujours en avant de tout le monde. Il est bougonneux quand il perd. C'est ça, il est mauvais perdant. Il est mauvais perdant. On a des choses... Voyez-vous, il y a un état d'esprit qui vient avec ça aussi. Hein? Fait qu'on est encore là-dedans. L'esprit, il est là. Puis l'esprit pèlerin, c'est la même chose. Il se reconnaît à certains éléments. C'est pas la marque du sac à dos, c'est pas le chapeau tilé, puis c'est pas les bâtons. OK? C'est pas ça qui fait le pèlerin, qui fait l'esprit pèlerin. Il y a autre chose qui est en train de se jouer. Oui, puis tu t'es corrigé, tu as dit c'est pas ça qui fait le pèlerin, mais comme de fait, c'est pas ça qui fait le pèlerin. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, moi, j'y vais plus pour le côté sportif, j'y vais pour une marche, j'y vais passer une longue randonnée. Puis c'est Jean-Christophe Ruffin qui a dit, je suis parti randonneur, j'ai fini pèlerin. C'est quelque chose qui va se transformer. Hein? C'est quelque chose qu'on va devenir. Même Jean-Christophe Ruffin, dans son livre, si vous l'avez lu, Immortelle randonnée, il y en a-tu qui l'ont lu, Immortelle randonnée? Hein? Oui, c'est assez connu. On l'a rencontré, Jean-Christophe Ruffin. Il était à un forum sur les chemins de pèlerinage à Paris il y a quelques années, puis c'était l'invité. Et il a écrit dans son livre, 8 jours de pèlerinage, c'est des vacances. Au-delà de ça,
c'est plus la même affaire. On rentre dans d'autres choses. Mais c'est là qu'on voit aussi que l'état pèlerin se transforme. Ça change. D'une semaine à l'autre, je ne suis pas le même, physiquement, psychiquement et spirituellement. Ça veut dire que ma vie, je ne la pense plus de la même manière. Il y a quelque chose qui a changé dans tout ça. Tout est transformation. Juste le mot pèlerin parle d'un passage, parle de traverser des états, de passer à travers. Donc, on est dans le mouvement, on est dans le changement, on est dans la transformation. Le pèlerinage, il relève d'une spiritualité du mouvement. Puis là, j'emploie le mot pèlerinage. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui sont mal à l'aise avec le mot pèlerinage, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui trouvent que ça peut faire trop religieux ou quoi. Moi, je suis de l'école qui dit non, 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 non. Le mot, il dit quelque chose, on va le garder, mais on va regarder ce qui se dit dedans. Hein? Il dit plus, c'est plus la fête Dieu dont il est question, c'est plus de ça. Puis ça ne veut pas dire que la fête Dieu n'est pas correcte, là. On n'est plus dans les processions. C'est juste de dire qu'il y a autre chose qui est en train de se dire. Puis c'est ce qu'on réalise aujourd'hui. Puis dans le cercle des études pèlerines, on participe régulièrement au colloque sur les études pèlerines qui a lieu à l'Université William & Mary. C'est le premier institut sur les études pèlerines à avoir été fondé à l'Université William & Mary. Et quand on participe là-bas, ce qu'on entend, Georges Grigna, qui est le fondateur de l'Institut, dit toujours... Il y a tellement de choses qui se disent pèlerinage aujourd'hui. Oui. Il dit, quand mes étudiants me demandent c'est quoi qui compte pour un pèlerinage, il dit, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Parce qu'on dit qu'on est en pèlerinage quand on va sur la tombe d'Elvis Presley, on va en pèlerinage à Auschwitz, on va en pèlerinage au Père-Lachaise. Sur les lieux de tournage. Sur des lieux de tournage. Il y a des pèlerinages de livres. Hein. On va aller marcher des lieux où on a raconté, il y en a plein qui allaient à une époque à Trois-Pistoles parce qu'ils allaient revivre le site de tournage de l'émission, comment ça s'appelait? Il y avait Bouscotte qui a été là, puis avant ça, il y a eu... L'héritage aussi. L'héritage, il avait fait tous les sites de l'héritage qui étaient là. Ça en est une forme de pèlerinage, OK? Qu'est-ce qui fait dire pèlerinage? C'est surtout ça qui est important. Pourquoi on emploie ce mot-là? Parce que si on va à Compostelle, c'est une randonnée qu'on fait. On pourrait bien juste dire qu'on s'en va faire une randonnée à Compostelle. Mais non. On va dire, même pour ne pas dire pèlerinage, on va dire j'ai fait un Compostelle. C'est Compostelle qui est en train de tasser le mot pèlerinage pour dire autre chose. Oui. Parce que la randonnée, ça ne suffit pas pour exprimer ce que je suis en train de faire. On dit « j'ai fait un Compostelle ». Et le mot même de Compostelle, quand on dit qu'il ne désigne plus une ville, bien c'est ça, il est en train de dire autre chose. On est dans l'esprit pèlerin, encore une fois. Dans le même sens qu'on va dire « j'ai fait un marathon », pour ne pas dire simplement « j'ai fait une longue course », bien là, on va dire « j'ai fait un Compostelle », parce que quand je dis ça, bien les gens comprennent ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait un trek, je n'ai pas fait une marche, je n'ai pas fait une randonnée. J'ai fait un Compostelle. Là, ça vient donner plein d'informations sur ce que j'ai fait. Dans le même ordre d'idée que de faire un marathon, qui était à l'origine une ville. Mais aujourd'hui, quand on dit « je fais un marathon », bien, on sait qu'est-ce que c'est. On va embarquer un petit peu dans du technique. Pèlerin, d'où ça vient? Le mot peregrinus en latin, qui voulait dire étranger. Perager, exactement. Celui qui voyage à travers champs, qui emprunte des chemins inusités. Hein? Le peregrinus latin, c'est l'équivalent du xénos en grec. Xénos, on l'entend plus aussi. Xénos, quel mot on fait avec xénos? Xénophobe, la peur de l'étranger. Hein? Donc, le xénos, c'est un étranger. J'ai appris le mot pour un auberge pèlerin à l'époque, en grec, xénodotia. OK? Fait que ça commençait avec le mot xéno. Bien, c'est un auberge de pèlerin. Hein? Un albergué, comme on en voit sur le chemin de Compostelle, c'est un xénodotia. Hein? Donc, on a le pèlerin, le pérégrinus, c'est un étranger. Ça n'a rien de religieux à l'époque. C'est un voyageur, c'est quelqu'un de passage. Mais ce qu'il y a d'intéressant, puis c'est pour ça que je vous amène dans cette partie-là de ces racines grecques, c'est seulement avec saint Augustin que ça devient un mot plus religieux. Augustin voulait parler de son expérience spirituelle, puis exprimer comment il se sentait, lui, comme croyant. Puis il s'est mis à dire, bien, je suis un pèlerin, moi. En voulant dire, je suis un voyageur, je suis juste de passage ici. Je m'en vais vers... Hein? Je suis en route vers, pour lui, c'était le royaume de Dieu, c'était là qu'il s'en allait. Il disait, je m'en vais vers ça. Hein? Je suis en chemin vers. Donc, on est dans cet esprit-là. On est en cheminement, quelque chose qui passe. Et le pérégrinus, surtout, ce qui est intéressant à l'époque de la Rome antique, c'est que c'est un étranger qui n'est
ni citoyen romain et ni esclave. C'est un homme libre dans la cité conquise. Puis là, je pense juste ça, là. On pourrait le mijoter longtemps. Mais l'homme libre dans la cité conquise, l'humain libre dans la cité conquise, c'est une attitude déjà à avoir, hein, qu'on pourrait réfléchir pour aujourd'hui assez longuement. Donc, on est dans cet espace-là de ce mouvement, de l'être qui bouge, de l'être qui traverse, qui emprunte des chemins qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Hein. Père Adjair, il passe à travers les champs, le pèlerin, il traverse là où on ne passe pas d'habitude. Donc, il ose. Il y a de l'audace, hein, le pèlerin aussi. Il ose faire autrement. On va avoir donc un chemin qui est de l'ordre du mouvement, qui est, quand je dis de l'ordre du mouvement, ça a de l'air niaiseux comme ça, hein? Un chemin qui est de l'ordre du mouvement, mais c'est un cheminement, justement. Ce n'est pas le chemin qui bouge, c'est qu'il y a quelque chose qui me déplace à travers ça. On est dans la mouvance, dans l'impermanence, dans le fluide, hein, dans la fluidité, dans l'intangible. On n'est jamais dans le fixe quand on est dans un esprit pèlerin. On accepte que ça change, que ça se transforme. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver tantôt. Je ne sais pas de quoi va avoir l'air mon lit à soir. Je ne sais pas s'il va y avoir des punaises de lit dedans. Mais c'est fait comme ça. Je vis avec ce qui va arriver. Je ne m'en préoccupe pas. Je l'accueille. Je prends le temps. Ça fait déjà partie de l'esprit d'être en mouvement, de savoir que de toute façon, c'est impermanent. Ça va passer. Ça ne durera pas tout le temps. Combien de fois ça nous est arrivé de se retrouver dans un dortoir et de dire « Oh, une chance que c'est juste une nuit. » C'est juste une nuit. Tu sais, quand tu dors et que l'autre est collé de même à côté de toi, là, je passe bien juste des fois entre deux lits, moi, deux lits superposés, et ça, c'est pas drôle. Mais c'est ça. Dans l'esprit pèlerin, c'est de se dire « ça va passer. C'est pas juste. Ça ne sera pas tout le temps. Je ne m'installe pas là. » Qu'est-ce qu'il disait Winston Churchill? Si vous traversez l'enfer, surtout, ne vous arrêtez pas. C'est un très, très bon conseil. Très bon conseil. J'aimerais ça que vous preniez quelques secondes juste pour nous dire, on a commencé à lancer des affaires, qu'est-ce qui caractérise pour vous l'esprit pèlerin? Qu'est-ce qui fait? Comment il se manifeste? Qu'est-ce qui à quoi on caractérise? reconnaît que quelqu'un, pèlerin. qu'une personne est dans l'esprit pèlerin? Tu sais, tantôt, on a dit, c'est pas le chapeau, c'est pas le bâton, c'est... Tu voulais te risquer? Une paix intérieure, OK. Mais comment tu vois qu'il est dans une paix intérieure? Oui, ça, mais là, tu me parles comme de ton expérience. Moi, je dis, si je te regarde, comment je fais pour savoir que tu as l'air d'un... Non? OK. Mais c'est ça, j'ai essayé de voir comment tu reconnaîtrais quelqu'un. Tu dis, OK, ça, j'ose avec, je le regarde aller. Mais j'aime bien ta réponse. Mais parce ta réponse que t'es en est train de bonne, dire, c'est moi, un je état. pense que quand je vais être rendu pèlerin, je vais avoir un état de paix intérieure. Hein? J'aspire à ça. Sans faire des longues randonnées, Oui. c'est ça que je vis quand je vais marcher. Tu touches OK. à ça. Je me retrouve... OK. C'est bon. Mais tout à fait raison. Il y a des états qu'on va éprouver intérieurement, puis ça, il y a juste nous qui pouvons le dire. Mais il y a quelque chose qui peut se voir de l'extérieur, je pense aussi. J'adore. Comme on disait tantôt, quand on dit un tel, il y a un esprit d'équipe. Ah ben oui, gars, il fait des passes, il est encourageant quand on joue au hockey. Il accepte le tu sais, il y a- petit, C'est ça, il hein, intègre tout comment le je monde. vois Il y a un l'esprit esprit d'équipe. pèlerin? Il y a des attitudes concrètes qu'on va. L'esprit pèlerin, qu'est-ce qu'on... Mais avant, il y avait monsieur ici, je sais. Une ouverture. OK. OK. Accepter il y a ce une qui est. ouverture aux Oui. gens qui rencontrent. Madame. Ouverture à tout ce qui nous arrive. Ouverture. C'est OK. bon. Oui. L'abandon. De Un l'abandon. abandon. Dans quel sens, ça veut dire? Accepter. OK. Accepter Il y a ce qui comme va- une espèce de Abandon. reconnaissance aussi dans ce que tu dis. Oui, c'est madame? bon. Ça a l'air de quoi, de la gratitude? Ah, Le merci. la reconnaissance qu'on va avoir envers les autres dans les auberges. Oui. Ouais. Et on ne cesse de le dire. Les merveilles. Hein? C'est comme ouais. ça aussi que je peux le remarquer. La personne le dit. Hein? Moi, je peux le vivre, mais quand j'ai quelqu'un avec moi, je vais dire, oh, elle est rendue ailleurs, elle est vraiment... elle n'arrête pas de le dire, comment tout est beau. Oui. L'entraide, mais oui, L'entraide. c'est probablement Oui. le geste qu'on voit, qui est le plus évident. Le Tout le monde- compagnonnage. Après 2-3 jours de marche sur le chemin, on se rend compte. Tu dis, je le sais que je vais toujours pouvoir compter sur le monde qui est là. Je ne les connais pas toutes, mais je le sais
Si j'ai quelque chose, ils Ouais. vont m'aider. Le lâcher-prise. Comment qu'on voit ça, du lâcher-prise? Accueillir ce qui se présente, OK? Ça revient. Il y a quelque chose qui, finalement, suit le rythme, oui. Des gens qui sont intéressés à prendre du temps en marchant. C'est ça. Puis on le Oui. voit à quoi, ça? Ah, Le peut-être silence, l'écoute, le silence et Mais l'écoute. s'il y a de l'écoute, c'est parce qu'à l'autre bout, il y a quelqu'un qui... C'est ça. Fait que, dans ce Ça peut que tu être dis, l'écoute. l'introspection, on le perçoit dans les échanges qu'on a. Hein. Qui sont vrais. On n'a Oui. pas un niveau de discussion qui est comme à la maison, hein, quand on est sur le chemin. C'est pas là. La relation, elle ne se situe pas là dans nos caractéristiques sociales. Oui. Ah, c'est bon. Ça se situe là. Ça se J'ai passe dans le madame, puis cœur. après ça, monsieur, oui. C'est vrai, hein? Ça, souvent, on amène des groupes marcher, puis les Oui. gens, après 2-3 jours, nous disent l'impression, ça fait 15 ans qu'on se connaît, là. Tu sais, on vient juste de commencer à marcher ensemble. J'ai raconté des affaires à du monde ici que j'ai jamais raconté au monde autour de nous. C'est Autour de probablement moi à la maison. toutes là. les petites caractéristiques mises ensemble qui font faire vivre ça. Hein? L'accueil, le non-jugement, l'abandon, tout ça ensemble et l'entraide fait que Il y je avait vis une monsieur unité, ici aussi. oui. Remercie. Exactement, Oui. c'est ça. Mais c'est ça, ça fait partie de l'esprit pèlerin. On n'a pas la même attitude, reconnaissant de ce qui est offert. C'est peut-être pas de la couleur que je voulais, c'est peut-être pas le bon, tu sais, hein? Mais non, regarde, je l'ai, puis il le fait là, pour bien faire, parce qu'il a le goût, puis, tu sais, bien souvent, c'est bénévole, là, tu sais, c'est... En fait, comme on disait, on voit l'évolution du pèlerin parce que quand on fait le Camino Frances, qu'on arrive à Sarria, on voit arriver les nouveaux pèlerins sur le chemin, puis là, on fait comme « Ah, ils sont encore touristes! » Hein? Ils sont pas encore... le chemin, il les a pas encore façonnés, là. Ils sont pas rendus, là. Puis ça va prendre un bon 7 à 10 jours pour qu'on voit quelque chose changer. Donc, l'esprit pèlerin ressemble à tout ce que vous avez nommé Oui. là, mais on va pouvoir l'observer davantage encore. Puis je pense, moi, je vous invite à remarquer, parce qu'il y a des choses qui se font concrètement. Puis c'est ça qui est important, parce que souvent, les gens reviennent, puis ils nous disaient, puis c'est ça qui a fait qu'on a commencé à s'intéresser, puis à dire comment on peut accompagner les gens, parce que les gens nous disaient, « Hey, ça fait longtemps que tu fais ça. Qu'est-ce que je fais pour retenir ça? Je reviens à la maison, puis j'ai l'impression que ça me glisse entre les doigts, que je retombe dans mes vieilles bottines, puis que la vie d'avant recommence, puis que je perds le fil tranquillement. Hein? Comment je fais? Je ne perds pas tout, il y a des choses qui sont... Mais comment je ferais? Comment je peux intégrer ça? Fait que c'est important d'observer c'est quoi les choses concrètes qui font la différence dans l'esprit pèlerin. Puis probablement que ce que vous avez nommé et ce qui vous est venu à l'esprit si vous n'avez pas parlé, mais ça parle de ce qui vous a touché, puis ce qui compte pour vous, puis probablement que vous aimez retrouver dans le quotidien d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a eu du goût pour vous. Fait que- On va poursuivre avec l'expérience de l'inattendu. Il y a une bonne part d'inattendu dans l'esprit pèlerin, dans le chemin du pèlerin, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler. On l'a dit tantôt. En fait, hein. le pèlerin, là, les premiers, il faut que vous vous rappeliez la première fois que vous êtes parti en pèlerinage, on vit tellement dans un monde où tout est planifié, tout est encadré, tout est prévu. Puis là, on part puis on veut tout savoir d'avance. Hein, même on disait les cours d'espagnol. Hein, faut que j'ai suivi des cours d'espagnol. Faut que j'ai marché 20 km par jour avec mon sac, avec le stock de mon sac. Faut que j'ai cassé mes bottines. Faut que j'ai fait toutes mes réservations. Puis là, j'arrive tout planifié. Souvent, j'ai vu un paquet d'images, j'ai étudié le chemin, puis j'arrive sur le chemin, puis finalement, même planifié comme ça, je vais me faire avoir parce que ce ne sera pas la température que j'avais prévue, parce que finalement, l'hébergement va être complet quand je vais arriver, puis ils ont annulé ma réservation parce que ça nous est arrivé. Hein? Fait qu'il y a des affaires, l'inattendu va arriver. Jules était là quand ça nous est arrivé. C'est vrai, Jules était là. Ah oui, tu as un bel Il a inattendu, sauvé une ça. partie de la réservation. Mais on dit souvent, quand on part en pèlerinage, bien, ça nous sort de notre zone de confort. Et moi, je répète tout le temps, non, ça nous sort de notre zone de contrôle. C'est ça qu'il faut. Puis plus je vais être dans la résistance, puis je vais vouloir continuer à avoir le dessus sur l'expérience que je vais vivre, bien, plus je vais trouver ça difficile. À un moment donné, c'est pour ça que vous avez parlé d'abandon, de lâcher prise. Il y a quelque chose qui doit...
Laissez aller. Comme quand on fait une présentation, Ah oui, ça, puis que là, c'est il y a un troupeau de moutons qui passe, hein, puis ça, c'est vraiment, ça s'est C'est passé. arrivé comme ça. Toutes nos pèlerines nous ont abandonnés. Ben, imaginez là. la scène. La scène est comme ça, vraiment. La gang est là, puis je suis en train de parler devant le groupe comme ça. Puis là, je vois que tout le... Tout le monde... Là, il y en voulait a aller une voir qui les dit « moutons. Éric, arrête, on t'écoute plus. » Puis là, je me revire de bord, puis il y a le troupeau de moutons en arrière de moi qui passe. Fait qu'il faut comme ça. lâcher prise. Hein? Faut se dire, Ouais. on va regarder passer le troupeau. C'est ça qui est la priorité. Et puis après ça... Mais on parle souvent de sortir de sa zone de confort, puis je pense que la chose la plus importante, c'est de sortir de sa zone de contrôle. Hein? Parce qu'on veut beaucoup contrôler, comme disait Brigitte. Sortir de sa zone de contrôle, ça amène, quand je suis dans le contrôle, ça amène des résistances. Oui. Je résiste à l'expérience qui est en train de se passer parce que je veux l'amener en quelque part, puis elle est en train de me dire « Non, 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 tu vas aller par là. Va donc essayer ça. Va donc voir qu'est-ce que ça dit. » Puis des fois, c'est pas le fun. Parce qu'il y a un bout de moi que j'aime pas quand je me ramasse là. T'sais. Puis c'est pour ça que je veux pas y aller. On en a eu une pèlerine, elle, c'était vraiment drôle parce qu'elle a dit, moi, j'aurais aimé ça qu'il fasse plus soleil parce que c'est plus beau un ciel bleu sur les photos. Déception. Mais tu vois, les exercices ignatiens nous amènent à goûter, hein, puis à vivre des émotions, à être conscient des émotions. Mais cette dame-là, en quelque part, elle vit de la déception parce qu'elle n'est pas capable d'accepter que il fait pas soleil, mais c'est beau pareil. Je vis quand même quelque chose, puis c'est pas grave si le ciel n'est pas bleu, mais ça vient teinter son expérience. Fait que parce qu'elle s'abandonne pas, il y a une part d'elle qui ne jouit pas pleinement de ce qu'elle est en train de vivre. Tu dis, voyons, tu es en Espagne, t'as pas de souper à préparer, t'as pas de ménage à faire, t'as pas... Mais le ciel n'est pas bleu. Fait qu'il y a comme un lâcher-prise qui est à travailler pour rentrer dans l'expérience. Oui, puis j'ai le goût, vu qu'on est là-dedans, qu'on embarque avec les états du pèlerin. Oui, on était rendus, là, d'ailleurs. OK, on y a... Ah, je voyais pas. Je ne vais pas contrôler, là, mais... Non, ben regarde, tu vois, moi, j'avais perdu le fil. Il s'abandonne à l'expérience, mais oui. Mais les états du pèlerin, c'est ce qu'on est arrivé, on les a décortiqués d'une certaine manière, puis en même temps, on trouvait, quand on l'a fait, on regardait comment Ignace, qui était notre référence, pour dire, OK, lui, il a vu ça de même, les états du pèlerin. Il a divisé les exercices spirituels en 4 semaines. C'est drôle, hein? C'est à peu près ça le temps que ça prend pour aller à Saint-Jean, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago, 4 semaines. Il a divisé les exercices en 4 semaines, puis ces 4 semaines-là nous font cheminer d'une certaine manière. On change après chaque... Comme Ruffin le disait tantôt, après une semaine, c'est autre chose. C'est plus des vacances, en tout cas. Mais c'est autre chose. C'est quoi? C'est ça qu'il faut aller voir. Mais les états du pèlerin, c'est la même chose aussi. On l'a découpé en 4 temps. On a beaucoup réfléchi. Le temps, il est flexible hein, dans ces temps-là. Mais le premier temps du pèlerinage, on va être touriste. Le deuxième temps, on va être plus randonneur. C'est ça. C'est dans le troisième temps qu'on devient pèlerin. Puis le quatrième temps, qui est le temps du retour, on sera pèlerin. Oui, on les a découpés parce qu'on s'est dit, on vit différents états. Et le touriste, tu t'en sors pas. Même quand tu as beaucoup d'expérience, quand tu arrives sur le chemin, même si c'est un chemin que tu as déjà fait, il y a de l'émerveillement. Tout est beau, tu es dans le dépaysement, tu es dans l'accueil, tout est extraordinaire. Tu es en vacances. C'est vraiment un touriste, tu prends plein de photos. Puis tout vient te bousculer dans la nouveauté. Alors, tu goûtes. Autant ce qui est bon puis ce qui est moins bon. Mais c'est parce que le moins bon, quand ça va faire 4-5 jours que tu es touriste, là, tu comprends qu'il y a des choses qui vont devoir changer parce que le sommeil te rattrape, les douleurs commencent à apparaître, la gestion du sac est un irritant. Là, tu dis, il y a quelque chose qu'il va falloir que je change parce que finalement, je ne suis pas partie juste une semaine, je suis partie un mois. Fait que si je ne change rien, ça va être difficile. Puis c'est là que notre personnage du randonneur va commencer à se transformer. Le touriste, il disparaît pas, hein, il reste là, mais c'est parce que là, le randonneur, lui, il va être plus dans la performance. Il va développer une expertise. Hein, il va se dire... Mais avant, tu vas trop vite. Je vais trop vite. Oui. Le touriste, il y en a long à dire dessus. C'est le début du chemin. Hein? On débarque sur le chemin, puis le touriste, il est émerveillé. Il n'a pas les yeux assez grands pour tout voir, le nez pas assez grand pour tout sentir, puis les oreilles assez grandes pour tout entendre. Vous vous souvenez, quand vous êtes embarqué sur le chemin la première fois, ceux qui sont déjà allés, qu'est-ce que ça fait?
Hein? Tout mon corps. Puis je pense, n'importe quel voyage ferait le même effet. On débarque ailleurs, c'est pas chez nous, tout est différent. On n'a pas les yeux assez grands. Puis les odeurs, qu'est-ce que ça sent? Hein? Tout, remarque, mon corps est attentif, je deviens attentif à tout. J'absorbe tout. Hein? J'emmagasine tout. Je suis dans cette expérience des sens. Le touriste, il est là. Il veut le vivre. Mais le touriste aussi, c'est l'étape, si on reprend la pyramide de Maslow, parce qu'on la traverse toute, la pyramide de Maslow, en faisant le chemin. Hein? Les états du pèlerin, c'est aussi ça, refaire toute la pyramide de Maslow. Puis c'est ce qui est intéressant. Au début, quand on est touriste, on est dans le début de la pyramide. C'est tous les besoins physiologiques qui vont devoir... On va regarder si on répond à ça. Nos inquiétudes sont là. Je m'inquiète de savoir où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir. C'est vraiment, puis est-ce que mon corps va bien réussir? C'est tout ça qui est travaillé. Est-ce que le chemin va être sécuritaire? Est-ce que je vais manger? Où je vais dormir? Oui, c'est vraiment, on est vraiment dans les besoins confortable. de ça base. Marche comment exactement le chemin? Je vais-tu me trouver? Beaucoup d'insécurité au début, le temps que j'apprenne. Donc, besoin physiologique, besoin de sécurité, c'est le début de la pyramide, en bas. On est là-dedans, on essaye de répondre à ça. Hein? Puis pour se rassurer, comme on est en perte de repère, une chose qu'on fait facilement, sans s'en rendre compte, c'est les premières personnes qu'on va rencontrer sur le chemin, avec qui on va se lier sur le chemin. Pour se rassurer, on rencontre des gens avec qui on crée des liens qui ressemblent à du monde qu'on connaît chez nous. Pas physiquement, dans l'attitude. S'il me tape ses nerfs comme mon beau-frère, je vais me tenir avec parce que je sais comment réagir là-dedans. C'est du connu. C'est sécurisant de me tenir avec. C'est ça. On reproduit. Elle me fait penser à ma mère. Elle est tout le temps en train de me dire quoi faire. Je vais me tenir avec. C'est sécurisant. Lui, il me fait rire comme un tel. Je vais me tenir avec. Oui, il ça me peut fait être bon penser à un aussi, tel. là, c'est oui, ça. c'est pas juste du négatif. Que ce soit négatif ou positif, on va chercher des personnes qui créent des situations relationnelles qui nous font penser à chez nous, qui nous ramènent chez nous. Ça peut être un piège, par contre, aussi. On va s'en rendre compte tranquillement en cheminant, mais ça reste que ça fait partie des choses qui vont se mettre en place malgré nous en marchant. Fait que le touriste est dans ces besoins-là. Il essaye de se sécuriser, de se rassurer. Le voyage au début, tout est beau, jusqu'à ce qu'à un moment donné, OK, fait 4-5 jours. Il y a quelque chose que je dois ajuster, effectivement. Il y a quelque chose, ça fait mal, je t'ai écœuré puis je suis raqué. Hein? C'est ça. Il y avait un mois, la première fois que je l'ai fait, c'était en 2007. La première fois que j'ai fait le chemin de Compostelle, puis il y avait un gars qui marchait avec moi, puis il disait, il sacrait, il disait, le bœuf, il ne l'avait pas dit, ça faisait mal. Fait que, voyez-vous, c'est ça, il y a ça, là. Il y a quelque chose à un moment donné qui vient briser le corps. Qui passe par le corps, c'est exactement ça. Puis là, il y a quelque chose qui va devoir changer. C'est là qu'on brise nos résistances. Hein? C'est là qu'on dit, quand tu passes juste une semaine, ben t'es pas vraiment embarqué dans le pèlerinage. Hein? Les Français qui disent « Ah, ça fait 4 fois que je fais Compostelle, mais ils le font par bout d'une semaine. » Moi, je dis toujours « Ben là, ça compte pas. » Parce que quand tu passes juste une semaine, ben quand ça fait 4-5 jours, tu sais que ça achève. Fait que tu vas rien changer parce que ça va terminer. Tu vas toffer pour le terminer. Alors que quand ça fait une semaine, tu marches, puis tu commences à être fatigué, quand tu commences à être en douleur, puis que tu sais qu'il te reste encore 3 semaines à faire comme ça, ben là, il y a des choses qui vont devoir s'ajuster. Il va falloir que je fasse plus de pauses, il va falloir que je m'occupe de mes pieds, il va falloir que je trouve un endroit pour dormir, passer une nuit qui ne sera pas dans une auberge parce que je suis fatiguée. Il y a quelque chose qui va devoir changer. Hein? Je ne suis pas obligée de veiller jusqu'à 10 heures parce que finalement, je suis fatiguée, je peux me coucher à 8 heures, puis c'est correct. Je ne suis pas obligée d'avoir la routine que j'avais à la maison. Si j'ai faim pour déjeuner à 7 heures, puis redéjeuner à 8 heures, puis redéjeuner à 9 heures, c'est correct si c'est ça que j'ai besoin, puis je prends des petits repas, c'est la bonne chose. Je vais développer une expertise à tous les niveaux. Puis là, dans l'échelle de Maslow, c'est dans la pyramide de Maslow, c'est... Dis-moi donc ça. Après les besoins... C'était pas ça qui était censé. C'est même pas dans notre planète. Après, c'est quoi? La connaissez-vous, la pyramide de Maslow? Physiologique, sécurité, après? Non. C'est l'appartenance, reconnaissance, puis le dernier, c'est l'estime. OK?
Fait que les autres, après, vont se jouer un petit peu plus tard. Le début, c'est vraiment ça. On va s'installer dans nos besoins, les 2 premiers de base. Appartenance, reconnaissance, c'est là que ça va commencer à s'installer. Relation qu'on va tisser. Comment je vais me situer dans le groupe aussi? C'est quoi mon rôle dans la gang ici? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me situer par rapport aux autres? OK? Mais dans tout ça aussi, comme on le disait, touriste au début, mais à un moment donné, on s'essouffle, on est raqué, ça fait mal. Après une semaine, vous voulez comprendre la game, là? Pas besoin de marcher pendant un mois pour savoir que c'est Compostelle. Une semaine, c'est assez. Mais c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est là qu'on va parler. Y en a-tu qui font des marathons, du jogging? Hein? Deuxième souffle, vous connaissez ça, hein? Bien, c'est la même affaire, dans le long terme. Ça prend une semaine pour pogner son deuxième souffle, à peu près. OK? Puis le deuxième souffle, c'est ça, c'est dans l'état, dans l'attitude que je vais développer, dans l'esprit pèlerin qui va progresser en moi, parce que je ne l'ai pas en arrivant. Hein? Il se met à me prendre comme ça, il me pogne par en dedans, puis ça me fait cheminer. Puis l'esprit pèlerin, il va se construire lentement, mais dans ça, je dois pogner mon deuxième souffle. Puis si je veux le pogner, mon deuxième souffle, il faut que je continue. Puis si je veux continuer, bien, il y a des choses qui vont devoir changer. Il y a quelque chose qui va basculer. Hein? C'est un petit peu comme quand on court, qu'on vient tout essoufflé, puis qu'on se dit, mon Dieu, je suis à bout de souffle, je vais m'arrêter. Si je m'arrête, quand je vais me remettre à courir, je vais redevenir encore tout essoufflé. Tout est à refaire. En pèlerinage, il y a quand même 1 personne sur 4 qui va abandonner son Compostelle parce que pour plusieurs raisons, ils n'ont pas été à l'écoute, puis ils ne se rendent pas à passer le cap. Il y en a qui vont trouver ça trop exigeant, trop difficile, puis ils ne passent pas ce fameux cap. Alors que si je prends le temps de m'ajuster, de m'adapter, briser mes résistances, lâcher prise, accepter ce qui se présente. Puis c'est là que j'entre dans l'esprit pèlerin. Quand je vais céder à l'expérience pour être peut-être plus moi-même. Parce que ça se peut, tu sais, des fois, on marche avec un groupe, puis il y en a qui marchent beaucoup plus vite que moi. Bien, je vais accepter à un moment donné, bien, allez-y, je vous rejoindrai tantôt. Ça peut juste être ça. Ou il y a plein d'adaptations que je vais faire pour dire, bien, je vais être à ma mesure, à moi, sur le chemin, tout en restant en relation. Mais il y a quelque chose qui va se transformer, qui va basculer à ce moment-là. Entre le touriste et le pèlerin, on devient randonneur. C'est dans l'étape, dans la phase, je dirais, randonneur, que là, on va pogner notre... C'est en fait ce qui fait quitter le randonneur, c'est le deuxième souffle. Quand je traverse mon deuxième souffle, puis là, je vais devenir pèlerin réellement. Mais randonneur, je me rends compte comme touriste, à un moment donné, il faut que je fasse des choses pour me structurer, m'organiser, puis que j'avance. Puis là, je me mets à me donner des objectifs, à organiser mon sac à dos comme du monde. Puis là, je deviens performant sur le chemin. Puis ça devient un problème quand on devient performant sur le chemin. Ça peut être bon un temps, mais quand c'est la performance qui prend le dessus, là, ça devient compliqué. Puis c'est là que je vais avoir de la difficulté, puis qu'à un moment donné, ça va être trop dur. Moi, je me souviens, quand j'ai les premières fois, là, je n'avais de l'orgueil, moi. Plus, je pouvais vous en donner de l'orgueil si vous en vouliez. J'en avais tellement qu'à un moment donné, je marchais sur le chemin, puis j'ai fait des tendinites en dessous des 2 pieds. Bon, le premier chemin de Compostelle que j'ai fait. Puis à un moment donné, je suis sur le chemin, je suis tout seul d'un champ, il me reste 4 km à marcher, il n'y a personne avec moi. On est à la fin de la journée, je suis brûlé. Puis là, j'ai mal aux pieds, ça n'a pas d'allure. Puis là, je disais, redresse-toi, puis marche. Puis là, je pars d'un bon pas. C'est comme si ça m'avait déchiré en dessous des pieds. Là, je suis tombé sur le chemin, je n'étais plus capable d'avancer. Mais là, il s'est passé quelque chose cette fois-là, parce que je suis allé au bout du signal. Trop niaiseux pour écouter avant. Je suis allé jusqu'au bout du signal. C'est pareil comme celui qui m'arrive avec des ampoules grosses de même. Il me dit, « Hey, faut aller loin toi aussi, que ça fasse mal longtemps avant de te décider à faire de quoi? » Hein? Fait que, parce qu'une ampoule, quand tu es rendu de même, ça fait longtemps qu'elle fait mal. Ça fait longtemps que ça chauffe. Hein? C'était la même chose. Je suis tombé sur le chemin. Puis là, à partir de là, il faut que je change. Il faut que ce soit autre chose. C'est là qu'apparaissent des anges du chemin. Oui, bien, hein? c'est ça. Quand tu as dit il s'est passé quelque chose, quand on disait il y a le volet spirituel, on parle des anges du chemin, on parle de la magie du chemin, hein, on parle des miracles du chemin. Puis c'est là que l'expérience, elle devient encore plus riche. Il y a une femme, elle me disait, elle dit, mais c'est là qu'on lâche prise. Elle dit, tu sais, il y a des affaires quand même, Brigitte, qu'il faut planifier. Ah oui, comme quoi? Ben, elle dit, l'argent, ça t'en prend de côté. Elle dit, moi, je me suis retrouvée mal prise. J'avais plus d'argent rendu à l'auberge. Je pensais qu'il y aurait un guichet automatique. Il n'y en avait pas. Il ne prenait pas la carte de crédit. Mais je dis, mais il est arrivé quoi? Ben, elle dit, j'ai été obligée de demander à quelqu'un
Puis il s'est passé quoi? Bien, il m'a prêté 20 €. Il m'a dit qu'il me reverrait la prochaine fois, je rembourserais. Ben, il est où le problème? Puis c'est là, c'est quand on part sur le chemin, on est tellement dans une société individualiste qu'on part avec l'intention de tout gérer nous-mêmes. Puis quand on se retrouve mal pris, bien là, il va se passer quelque chose. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'il y a de l'entraide sur le chemin. Puis là, elle va dire, puis ce qui est encore plus miraculeux, c'est pas qu'elle s'est fait prêter 20 €, là. C'est qu'elle dit, mon Dieu, il y a quelqu'un que je connais même pas qui m'a prêté de l'argent sans savoir si j'allais y rendre. Me connaît pas non plus. Ça, pour elle, ça a été marquant. Bien, des situations comme celle-là, on va en vivre quand on va arrêter de tout gérer soi-même. Puis c'est là que l'esprit pèlerin va s'animer. Puis ce que j'ai trouvé beau, on l'a vécu avec le groupe de Jules. On a une pèlerine qui marchait de son côté, puis ils avaient des journées en autonomie, puis elle s'est arrivée dans un village, puis il n'y avait plus de place dans les hébergements. Puis il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui a dit, ben moi, dans ma chambre, il y a d'autres lits de libre, j'ai pris une chambre, mais si tu veux, tu peux prendre l'autre lit. Tiens, c'est donc bien fin. Fait qu'elle s'est retrouvée à co-chambrer avec 3 personnes. Puis, elle a reçu, en quelque part, l'esprit pèlerin. Elle a vécu, elle y a goûté, rendu plus loin sur le chemin. Elle dit, il y avait un jeune qui était mal pris, rendu à Compostelle. Puis elle dit, j'ai décidé que là, c'était à mon tour de le faire. Puis c'est comme ça qu'on embarque. Hein? C'est en ayant goûté à ça. Au début, j'arrive sur le chemin, je suis probablement touriste et randonneur. Mais quand je rencontre quelqu'un qui me fait goûter à ce que c'est que l'esprit pèlerin, bien là, ça goûte tellement bon que je me dis, j'embarque dans cette équipe-là. Moi, j'ai le goût de jouer dans cette équipe-là. Puis là, ça va me transformer. On laisse tomber nos résistances, qui résistent à l'expérience, qui cherchent à garder le contrôle parce que je le sais comment ça devrait être, un chemin de Compostelle, puis où ça devrait aller, puis où ça devrait me mener, surtout. Je le sais, je sais le résultat attendu. Ça ne joue pas de même, une expérience. L'expérience est dans l'inattendu. Oui. On peut arriver sur le chemin en se disant, moi, je m'en viens travailler ça dans ma vie. Je m'en viens traverser telle épreuve de ma vie ou telle difficulté. Il y a une femme que j'ai interrogée pour ma thèse de doctorat. Elle me dit, moi, je m'en venais marcher sur le chemin pour traverser le deuil, le décès de mon mari, tout ça, qui était arrivé quelques années auparavant. Elle m'a dit, je ne pouvais pas y aller, je n'étais pas à retraite encore, puis elle dit, j'y allais pour ça. Puis elle dit, quand je suis arrivé sur le chemin, elle dit, je me suis fait ramasser. Elle dit, c'était plus ça, pas en tout que je m'en ai travaillé. Elle dit, j'ai réalisé que le deuil, finalement, je l'avais fait, j'étais passé au travers. Puis c'est autre chose. Puis c'est la relation à sa mère, finalement, qui est venue la rechercher dans le détour à travers les gens qu'elle a rencontrés. Parce que c'est maudit, sur le chemin, il y a toujours un autre qui est là pour nous rencontrer, hein, qui vient nous rattraper dans le détour, qui nous fait penser à un ou à l'autre. Puis c'est là que ça vient nous chercher. On vient nous chercher là-dedans. Puis quand je laisse tomber mes résistances, bien, j'accepte d'entrer dans cette game-là. Puis OK. C'est quoi qui est en train de se passer? Et c'est là que je deviens, comme Brigitte disait, je deviens pèlerin. Je laisse tomber toutes mes idées de performance sur ce que ça devrait être, puis comment ça devrait fonctionner, puis où c'est que je m'en vais. Puis là, je dis, OK, non, je vais accueillir ce qui est en train de se passer. J'entre dans cette... Et sans plénitude, elle arrive, là, un petit peu, là. En tout cas, il y a de la paix qui commence à s'installer quand je... C'est bien moins stressant quand j'arrive là. Je décroche un petit peu, puis ça va mieux. Puis là, j'entre dans l'esprit pèlerin et j'accepte de me laisser transformer. Ce qui est intéressant quand on fait le lien encore avec la pyramide de Maslow, c'est que le touriste et le randonneur, on va être dans toutes nos idées, dans nos besoins carencés. Hein? Physiologique, sécurité, appartenance, reconnaissance. On est dans nos besoins carencés. Ça veut dire que les besoins carencés, là, c'est des besoins que je comblerai jamais. Fait qu'il faut s'enlever ça de la tête. On ne peut pas dire, je vais boire 2 litres d'eau, ça va être réglé pour la journée, je n'aurai pas à le porter. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Ou je vais manger assez aujourd'hui, je n'aurai plus besoin pour la semaine. Non. Hein? Non, ça ne marche pas, ça non plus. Hein? Les besoins carencés sont comme ça. Mais ça veut dire que le besoin de me sentir accepté dans un groupe, je vais toujours avoir besoin de ça. Le besoin de me sentir reconnu dans un groupe, je vais toujours avoir besoin de ça. Mais si ça prend le contrôle de ma vie, ça, c'est une autre affaire. Ça devient une dépendance à ce moment-là. Puis c'est là qu'on joue. Hein? Quand j'arrive dans l'espace pèlerin, j'arrive dans le besoin d'être, besoin d'estime. C'est le top de la pyramide de Maslow, qui, soit dit en passant, n'était pas une pyramide,
Il ne les a même pas ordonnés comme ça. Mais quand on arrive là, dans ce besoin, c'est les seuls besoins qui ne sont pas carencés. Puis ça, vous l'avez tous déjà expérimenté à un moment donné. Quand on arrive dans cet état-là, tout à coup, je vais faire quelque chose que j'aime, que je tripe, tu sais. Je suis en train de jardiner, je suis en train de jouer de la musique, je suis en train de peindre, je suis en train de bricoler sur un vieux moteur, ou peu importe. Je fais quelque chose que j'ai du fun à faire. Puis là, je regarde là, je dis « Hey, il est 2 heures, je n'ai même pas dîné. J'ai oublié de dîner. » Bien, c'est ça que ça fait. Ça fait que je relativise tous mes besoins carencés. Ils vont tout à coup tomber. Je vais, dans mon besoin d'appartenance et d'être reconnu par un groupe, quand je suis dans mon besoin d'être, dans mon accomplissement, c'est là aussi que se joue la spiritualité, les valeurs, tout ça. Quand je suis dans ma conviction profonde de faire la bonne chose, bien, je vais être capable de m'opposer à un groupe qui dit « Ah, non, non, ça n'a pas d'allure. » Non, non, non. Ma conviction, elle est là. C'est solide. Je ne me laisserai pas séduire par un groupe, ah, ils ne m'aimeront pas si je ne dis pas comme eux autres, puis changer d'idée. Non, non, c'est ça. Quand je suis installé solidement dans mon besoin d'être, ça relativise le reste. Fait qu'on arrive dans cet état-là, quand on arrive dans l'état pèlerin. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais commencer à être capable de dire à des gens qui marchent avec moi, puis là, c'est une bonne occasion de le tester avant de retourner chez nous, parce que là, ça veut dire que je marche avec du monde que je ne reverrai peut-être jamais, hein, mais que je vais pouvoir leur dire « Hey, garde, arrête de parler quand j'ai besoin de silence un petit peu. » Je vais oser dire des choses comme ça. Pas obligé de le dire bête, là. Mais j'arrive à dire des choses que j'osais peut-être pas dire avant. Je tolérais des choses, puis je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu t'imposes ça? Fait qu'on commence à oser être soi-même vis-à-vis des autres. Puis ça change tout. Et là, c'est libérateur aussi. Ça fait du bien. Hein? L'expérience pèlerine est dans ce mouvement-là aussi. Ça bouge, ça libère, ça laisse tomber des barrières, encore une fois, qui voulaient protéger parce que je veux être, je veux avoir de l'air de quelque chose. Mais là, je ne veux plus avoir de l'air de quelque chose, je veux juste être bien. OK. Fait que ça va tomber. Ça va? Si vous saviez les détours qu'il fait depuis tantôt, J'ai vraiment quitté les feuilles. Tellement! Je l'ai perdu. Mais c'est parce que je sais qu'elle connaît le chemin. Bon. Fait que ce qu'on voulait dire... Dernière étape, on parle. Dernière étape. Du pérégrin? Ah oui, bon, pérégrin, on va en parler. Pérégrin, c'est important d'en parler parce que quand on a fait touriste, randonneur, pèlerin, on est sur le chemin. Hein? C'est à peu près après 2 semaines de marche qu'on va devenir pèlerin. Fait que nos 2 dernières semaines, on est dans cet état-là qui est plus pèlerin, qui accueille, qui se laisse toucher, qui se laisse transformer. Le pèlerin, il est tellement dans la l'expérience. simplicité. Hein? Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on y retourne. Là. Quand vous en parliez tantôt, il y a quelque chose que vous avez aimé parce que je prends mon sac le matin puis je me laisse porter. Parce que je sais, sur le chemin, il va y avoir ce qu'il faut. Puis s'il n'y a pas ce qu'il faut, ben, il va arriver quelque chose. Puis on marche dans une confiance qui est plaisante, qui est légère. Là, on se sent en paix. Hein? Il y a quelqu'un qui a parlé ça de paix. Puis c'est là qu'on arrive à la fin, on arrive à la cathédrale, puis ben c'est bien la cathédrale, mais j'aurais le goût que ça continue, fait que je vais marcher jusqu'au bout de l'océan. C'est là qu'on arrive. On y est déjà. Ah oui, hein? Et puis, ben là, quand à un moment donné, le chemin est fini, il faut rentrer à la maison, veut pas. À un moment donné, je rentre à la maison, mais comment... Ce que j'ai goûté là, c'est là que quand je reviens dans mon quotidien, est-ce que je suis capable de garder cet esprit pèlerin-là? Est-ce que je suis capable de garder une forme d'abandon, de lâcher prise, une forme de... pour continuer à vivre cette paix intérieure? C'est là, le pérégrin, là, c'est notre personnage le plus dur à obtenir, parce que je crois que quand on a fait un pèlerinage, on se rend à pèlerin avec aisance et confiance, parce qu'on sait qu'on va s'y rendre. Hein? On dit, je sais qu'il y a un bout qui est rough, je vais passer à travers, puis je sais que ça va être bien. Mais c'est ça, justement, ce que dit Brigitte, c'est la persistance. Oui. Hein, de reprendre son sac, ses bâtons, puis mes peines et mes guenilles. Oui, puis puis de continuer, puis ça, on va le traverser. Hein? Le bout où c'est difficile. On s'est tous déjà inscrits à un gym, à un cours de quelque chose, le gym en particulier, puis à un moment donné, le cœur, il n'est plus là.
On n'a plus le goût d'y aller, on abandonne au bout de 3. C'est la même affaire que ces chemins de Compostelle. Mais il faut le dépasser, le malaise. Si on veut changer quelque chose, si on veut transformer, qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se transforme, parce que pas moi qui va le transformer, c'est seulement ma persistance qui va faire qu'il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi exactement. Mais continue, parce qu'en quelque part, ça me dit que ça va être bon, que ça devrait être bien. Si je fais attention, si je prends soin de moi là-dedans, je vais traverser cet état-là, puis je vais passer à autre chose. Puis ça va être important. Puis en quelque part, ce qui s'est vécu sur le chemin, c'est moi qui l'ai vécu. Je suis la même personne quand je reviens chez moi. Qu'est-ce qui m'empêche de le vivre? Qu'est-ce que je me suis permis sur le chemin que je ne peux pas me permettre là? C'est ça qui est à démêler, parce que le pérégrin, il va être cette personne que vous côtoyez des fois, puis vous dites, c'est complètement fou, comment ça? Hey, ça demande du guts, ce qu'on va dire. T'sais, nous deux, on a quitté nos emplois bien établis à Longueuil pour s'en aller vivre. On habitait sa rue Guilbeault ici. Oui, pour s'en aller vivre à Québec. Puis les gens disaient, mon Dieu, mais c'est fou. Non, c'est vivre en cohérence avec ce que je vais vivre. C'est avoir de l'audace. Puis dire, on a retrouvé de l'emploi. C'est vrai qu'on était en éducation, ils nous courent après, mais si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose, parce que finalement, on a requitté l'éducation, puis là, on a fondé Bottes et Vélo. Puis si, tout d'un coup, que ça n'aurait pas marché, il y aurait eu autre chose. Parce que quand j'ai pris confiance dans le chemin concret de Compostelle, j'apprends à prendre confiance dans le chemin concret de la vie. J'en ai des compétences, puis sur le chemin, je m'en suis découvert des compétences, puis des habilités, puis des qualités, puis des forces que je ne suspectais pas. Elles sont encore là quand je reviens chez moi. Alors, comment je les rentabilise? Comment je les exploite ici? C'est là que c'est important d'identifier c'est quoi l'esprit pèlerin. Quand je vous ramène à la question qu'on posait au début, c'est quoi, à quoi ça se reconnaît? À quoi je le reconnais, l'esprit pèlerin? Si je veux qu'il persiste dans ma vie, il faut que je sois capable d'identifier ce que j'ai fait qui m'amène dans cet état-là, ce qui me positionne d'une certaine manière par rapport à la vie, puis qui rend ma vie agréable et belle. C'est de revenir en pérégrin. Puis le pérégrin, comme je le disais tantôt, sa définition, c'est l'humain libre dans la cité conquise. Ça veut dire que ça va être quelqu'un qui est capable de marcher à contre-courant, qui ne se laisse pas prendre par les modes, parce que notre culture nous invite à consommer, à vivre ou à faire. Mais il y a quelque chose d'autre qui va m'interpeller. Je vais jouer ma vie sur un autre plan quand j'arrive dans cet espace-là. Et c'est ça c'est ce vers quoi on devrait tendre quand on revient d'un Compostelle, d'une expérience pèlerine à Compostelle. Oui, pour continuer d'être habité par cet esprit qu'on a goûté sur le chemin. On va prendre le temps d'un café, puis après ça, si vous avez le goût d'en jaser, vous avez des questions, on se rassoit et on continue de placoter. Au cas où certains quitteraient, j'ai laissé nos cartes à l'arrière, là où il y avait la dame qui nous accueillait. Et Bottes et Vélo, c'est pas juste des voyages de marche avec des pèlerinages, c'est pas juste la seule et unique auberge pèlerine au Québec. C'est aussi des textes de blog pour vous aider à continuer de se laisser habiter par tout ce que ça permet de susciter que d'aller marcher. C'est un livre aussi. C'est un livre aussi, Bottes et Vélo. Vous avez peut-être vu Marcher, parler, écouter, l'exercice pèlerin. C'est Brigitte et moi qui sommes derrière ça. Vous avez le guide Ulysse de l'association. Le chapitre sur la notion de pèlerinage, c'est moi. Fait que vous avez, c'est ça, vous avez un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'on a. Mais vous avez nos coordonnées. Fait que c'est ça. Donc, le temps d'un café, puis on reprend une petite conversation avec vous. On arrête de parler, nous autres. Merci. Merci.